Je vais reprendre un instant la parole pour inviter à ces fauteuils François Bourguignon, Pascaline Dupas, Sandrine Trainer et Thomas Piketty. C'est François Bourguignon, donc, à qui je donne la parole en premier. Il a déjà été cité, Sandrine, et donc a dirigé évidemment, entre autres liens avec Daniel, cette école d'économie de Paris dont il a été question. Merci beaucoup. À de très nombreux égards, Daniel était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et je pense que nous ne serons pas trop d'une trentaine ou une quarantaine d'intervenants aujourd'hui pour témoigner de cette exceptionnalité. En ce qui me concerne, j'ai eu effectivement la chance que mon chemin croise souvent celui de Daniel et que, à plusieurs reprises, les chemins se confondent. Et j'ai pu, au fur et à mesure du temps, j'ai en fait connu Daniel pour la première fois il y a à peu près 45 ans. Ça n'était pas hier. Comme étudiant, il écrivait sa thèse dans un des bureaux en enfilade qui était sous les combles du 45 rue d'Ulm. Et donc on a eu l'occasion à ce moment-là de parler énormément d'économie. Et par la suite, comme je l'ai dit, on s'est retrouvés à plusieurs reprises. J'ai donc eu l'occasion d'observer l'économiste de talent, l'enseignant plus tard, l'entrepreneur, comme l'a dit Claudia tout à l'heure, dans la construction du département d'économie de l'école normale, dans la construction du CEPREMAP, dans le rapport évidemment entre l'école normale et le site Jourdan, qui plus tard, sous son initiative, devait devenir l'école d'économie de Paris. Et dans ces contacts nombreux que j'ai eus avec lui, je voudrais insister sur un ou deux points qui me semblent très caractéristiques et de la personnalité de Daniel et de sa contribution finalement au bien commun, de sa contribution au rapport entre la science, on l'a dit, ou l'économie, et le monde réel et la politique économique et nos sociétés. Je crois que tous les économistes académiques n'ont pas cette attitude, cette volonté de rendre leur discipline active dans la résolution, ou dans la compréhension au moins, des problèmes de nos sociétés. Je crois que de ce point de vue-là, Daniel a été tout à fait exemplaire. En fait, on a partagé avec lui trois types de soucis ou d'actions. Le premier, je crois que on s'est retrouvés, j'étais même plus vieux que lui, donc j'étais peut-être un peu devancé sur l'idée de créer en France, dans le domaine économique, des lieux dans lesquels l'enseignement de l'économie serait de haut niveau et dans lesquels il y aurait une intégration complète entre l'enseignement et la recherche. Ce n'était pas du tout quelque chose d'évident à l'époque. Jean-Jacques Lafont avait commencé ça à Toulouse. Avec Roger Guenry, on avait créé sur le site Jourdan ce laboratoire qui s'appelait le Delta, qui essayait de faire exactement la même chose. Assez rapidement, Daniel est devenu le professeur d'économie et donc le directeur du département d'économie de l'école normale. Là, il y a eu effectivement un rapport, un contact relativement étroit, mais on a toujours partagé cette volonté de créer quelque chose qui ressemble à ces départements que nous connaissions bien, lui, moi et beaucoup de gens en France, ces départements d'économie aux États-Unis. Et Daniel a été tout à fait extraordinaire dans la transformation de ces pilotes, de ces expérimentations pilotes qui avaient été le Delta sur le boulevard Jourdan, et on sait le résultat que ça a été. Donc ça a été un des premiers points de convergence et de communion presque avec Daniel.
Le deuxième, et là je crois que je lui dois ça, je crois que c'est à cause de lui que j'ai moi-même contracté ce désir de rapprocher l'économie du politique, de la décision. Et ça s'est passé de façon un peu... je me souviens plus très très bien d'ailleurs comment ça s'est passé. Je crois que par lui, j'ai rejoint une petite cellule qui s'était créée au milieu des années 80 autour de Michel Rocard, qui était une cellule de réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, dans quelle direction on pouvait aller, quels étaient le genre de mesures qu'il faudrait prendre pour améliorer un certain nombre de choses en France. Cette cellule était extrêmement dynamique. Daniel jouait un rôle absolument considérable. Et c'est là que j'ai effectivement compris que l'économie, ce qu'on étudiait, ce sur quoi on réfléchissait, ce sur quoi on faisait des recherches, pouvait ou même peut-être devait être importante et utile pour nos sociétés. Et Daniel était très jeune, il avait une trentaine d'années. J'étais un petit peu plus vieux, je devais avoir la quarantaine. Et je veux dire que j'ai énormément appris de lui. Et je crois que c'est là que j'ai contracté le même intérêt que lui pour ces questions-là. Donc deuxième ralliement et deuxième convergence avec Daniel. La troisième, c'est, et ça va dans la même direction, cet engagement civique, social, qui appliquait l'économie sans parti pris idéologique, et ça c'est extraordinairement important, mais avec un souci d'efficacité, d'honnêteté intellectuelle et d'équité vis-à-vis de nos sociétés. Ces idées-là, je les ai retrouvées en échangeant beaucoup avec Daniel sur les questions de développement. Daniel avait, à Harvard, je crois qu'il a passé 1 an ou 2 ans à plusieurs, enfin, il a visité Harvard à plusieurs reprises. Il était assez lié à Jeff Sachs, qui enseignait à l'époque à Harvard. Et Jeff Sachs avait géré cette opération assez difficile de secourir la Bolivie, qui était dans une situation d'endettement épouvantable et dans une situation de faillite. Et je crois que là, Daniel a contracté l'espèce de virus pour ces questions de développement et ces questions d'endettement. Ça l'a suivi toute sa carrière. Claudia en parlait tout à l'heure, même récemment. Il y a sa création de ce laboratoire sur le financement du développement qui va bien dans cette direction-là. Et je crois que la dernière discussion que j'ai eue avec lui, le dernier déjeuner que j'ai eu avec lui, a tourné très exactement autour de ce qu'il fallait faire pour essayer de faciliter le financement de l'adaptation et de l'atténuation du réchauffement climatique dans les pays en développement. Il avait toujours des idées tout à fait remarquables. Je me souviens d'expérimentations qu'il avait menées avec l'aide de l'Agence française de développement sur des modalités de financement et d'endettement des pays en développement qui étaient tout à fait remarquables. Et là, je trouve que, dans mon souvenir, si quelque chose apparaît un petit peu au-dessus de toutes les autres qualités, des autres talents de Daniel, c'est probablement cet engagement pour cette partie du monde en développement qui ne l'a jamais quitté et encore une fois sur lequel on a souvent communié, presque communié ensemble. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que je sais que le temps est limité. Je voulais simplement terminer en signalant que cet engagement civique que j'ai en tête, que j'essaie de souligner, c'est aussi ce qu'on retrouve dans la série d'ouvrages de Daniel, avec des titres puissamment évocateurs. Enfin, quand on regarde la série des titres de Daniel, on est époustouflé, on a envie de lire immédiatement chacun de ses livres, de la première jusqu'à la dernière page. Mais peut-être moins à la fin, mais beaucoup plus au début de cette série d'ouvrages. Il y a de nouveau cette volonté d'aider, de comprendre, d'aider, de contribuer à un progrès de nos sociétés, et en particulier dans nos sociétés, un progrès pour ceux qui sont le moins favorisés. Je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup. On sait qu'on sera frustré à chaque témoignage et ébloui et impressionné aussi par une facette singulière à chaque fois. Merci beaucoup. Et donc je passe la parole tout de suite à Pascaline Dupas, que je remercie d'être venue. Elle est aussi des États-Unis, je crois, spécialement de Princeton, où elle enseigne depuis peu. Merci. Merci à tous d'être... Ça va ? Ça marche. Merci à tous d'être là. Merci à Frédéric, Claudia, Jean-Olivier d'avoir organisé cette journée en hommage à Daniel pour célébrer sa mémoire et son œuvre, mais aussi l'impact qu'il a eu sur tant d'entre nous. Moi, j'ai d'abord interagi avec Daniel en tant qu'étudiante de l'ENS, en tant qu'étudiante BL. On prenait un peu comme rite de passage un cours avec Daniel, son cours, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et c'était un peu l'avant Daniel et l'après Daniel. Avant Daniel, en arrivant de l'Hippocagne et de la Cagne, on ne savait pas trop ce que c'était que l'économie. Il y avait un peu des grands rapports du FMI au niveau macro, des rapports de l'INSEE au niveau micro, bon, peut-être quelques lois d'airain, mais on ne savait pas trop comment tout ça venait changer les choses. Mais après Daniel, on avait bien compris que en fait, l'économie, c'était une discipline en mouvement, assez nouvelle, qui avait encore plein de questions sans réponse, plein de choses à faire, plein de problèmes à régler, donc il y avait de la place pour nous. Et donc il m'a vraiment convaincue de venir et de rejoindre la discipline, ou plutôt les sciences sociales de façon plus générale, puisque contrairement à ce qui a été dit, Daniel n'était pas le directeur du département d'économie, il y avait un département de sciences sociales à l'école d'économie, à l'ENS. Et donc on avait Christian Baudelot qui parlera plus tard, et donc Daniel était vraiment aussi capable de nous montrer à quel point l'économie était en dialogue avec les autres disciplines, avec la sociologie, avec l'histoire, avec la philosophie, et donner une espèce de puissance à notre potentiel de contribuer dans le monde. Et donc récemment, avant d'arriver à Princeton, j'étais à Stanford et je me suis proposé de créer un nouveau cours pour introduire l'économie aux étudiants de Stanford. Et donc j'ai repensé à ce cours de Daniel, j'ai ressorti mes notes manuscrites de 1997, quand j'avais pris le cours de Daniel. J'ai pris des cours aussi avec François, avec Thomas, avec Esther, avec beaucoup de monde. Je suis désolée, je n'ai pas gardé vos notes manuscrites, il n'y a que le cours de Daniel. J'ai encore les notes. Et en relisant ces notes, je le revoyais dans la classe qui marchait d'un bout à l'autre, qui bougeait les bras. Comme je ne savais pas trop prendre de notes, autrement qu'en écrivant les phrases entières, j'ai des phrases verbatimes de Daniel. Et en relisant ça, je me souvenais de où est-ce qu'il avait mis l'emphase, de la passion, de la joie qu'il avait à partager non seulement son savoir, mais aussi ses interrogations et la façon dont il nous happait. Et du coup, après ça, comme il faisait seulement un cours, on était là-bas. Ok, d'accord, on va faire de l'économie, mais il y a seulement un cours à l'ENS, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il a été il a répondu à nos demandes. Il a embauché Maya, qui est venue pour Maya Bakache, qui parlera aussi tout à l'heure, qui du coup a proposé un nouveau cours. Il a créé un workshop qui s'appelait Économie pratique, où on venait le midi, on lui posait toutes les questions. On avait lu un truc dans le The Economist, n'importe quoi dans le monde, et on lui disait ok. Comment on réfléchit à ça ? Et on avait cette discussion avec Daniel, c'était extrêmement exaltant, et on apprenait plein de choses. J'ai aussi interagi avec Daniel en tant qu'employé, puisque après quelques mois dans son cours, je lui ai demandé ok, comment est-ce que je peux apprendre à faire cette science économique au jour le jour, comment ça marche. Donc je voulais faire un stage, je lui ai demandé de me trouver un stage quelque part. Et en fait, il m'a embauchée comme assistante de recherche parce qu'il avait besoin de remplacer Augustin Landier qui partait faire sa thèse au MIT. Donc j'ai passé tout un été et ensuite plusieurs années à travailler avec Daniel. Mais tout cet été que j'ai passé rue du Chevaleret au CEPREMAP était absolument fascinant. Donc d'abord, c'était des choses très nouvelles pour moi. On travaillait sur le marché du travail, des comparaisons entre les États-Unis et la France. Augustin m'a appris à coder en SAS, Gauss, des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. On avait un modèle structurel hyper compliqué, ça prenait des mois à converger. Donc, c'était... pour ceux qui savent que maintenant je travaille sur des questions beaucoup plus reduced form, applied macro, vous pourriez penser que ça m'a complètement dégoûté de l'économie structurelle. Pas du tout. C'était un été formidable. Et en fait, le plus intéressant en fait, pour moi, c'était que Daniel prenait le temps de venir déjeuner avec Augustin et moi 2 ou 3 fois par semaine. Et durant ces déjeuners où il prenait vraiment le temps de parler avec nous, on parlait évidemment un peu du projet de recherche pendant 15 minutes. Après, on prenait bien 45 minutes pour parler de Pauline. Alors à l'époque, elle était un bébé, donc il y avait aussi Clara. Et on apprenait beaucoup de choses sur Clara. Après Pauline, donc ses premiers mots, ses premiers sourires, ses premiers pas.
Et puis au moment du dessert, on parlait de l'actualité du moment, l'actualité politique, mondiale, économique, sociale. Et j'apprenais toujours énormément de choses. Il prenait le temps de répondre à mes questions, qu'il aussi prenait soin de ne jamais trouver trop simple. Et c'était vraiment un apprentissage incroyable. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je me suis installée aux États-Unis, donc je ne suis plus ni son étudiante ni son employée. Mais à chaque fois que je repassais en France, je faisais tous les efforts possibles pour pouvoir déjeuner avec Daniel. À chaque fois, les questions qu'il me posait sur ma propre recherche me faisaient réfléchir d'une façon nouvelle et me faisaient oublier l'arbre pour voir la forêt. Toujours une perspective enrichissante. Bien sûr, on prenait encore 45 minutes pour prendre des nouvelles de Pauline. Il y avait parfois un coup de fil. Et au moment du dessert, enfin plutôt du café, parce qu'à un moment, il a arrêté de manger des desserts, on parlait de l'actualité politique, économique, sociale du moment, à part quand il y avait un tournoi de tennis, où du coup, c'était vraiment... il s'énervait à propos de Novak Djokovic. Voilà, merci. Merci infiniment. Et à chaque fois, on le reconnaît. Et on le reconnaît. Merci. Thomas Piketty, que je n'ai pas besoin de présenter. Oui, merci tout le monde. Moi, j'ai rencontré Daniel la première fois en 92-93, donc il y a 30 ans. Je finissais ma scolarité à l'ENS, j'avais à peine plus de 20 ans. Lui, il en avait 40, ce qui me paraissait considérable à l'époque. J'en ai 50 maintenant, donc 51, j'ai appris à relativiser. Mais je ne l'ai pas eu comme professeur, parce qu'en fait, il venait d'être nommé à l'ENS quand moi j'en partais. Mais il m'a aidé, immensément appris, comme beaucoup de gens qu'il a eu en cours. Mais alors pour lui, il avait parfois ces petites rigidités. Il faisait une différence entre ceux qu'il avait eu en cours et ceux qu'il n'avait pas eu en cours. Donc ceux qu'il avait eu en cours, il fallait les vouvoyer. Et je me souviens, Philippe Askenazi, qui arrivait juste 1 ou 2 ans après moi et qui l'avait eu en cours, il a continué de le vouvoyer pendant 30 ans. C'était comme ça. Et par contre, moi, la première fois qu'il m'a vu, fin 92, début 93, il m'a dit... Tu as fini ta thèse, tu as un poste, tu pars comme jeune assistant prof au MIT. Nous sommes des égaux. J'étais là, je le regardais. Bon, quand même, tu exagères un petit peu. Mais bon, tout ça n'avait finalement pas d'importance, ces tutoiements, ces vouvoiements, parce qu'il y avait surtout cette proximité, cette envie d'aider tout le monde à aller plus loin. Et c'est vrai que moi, Daniel m'a énormément apporté. Je pense qu'il a apporté... pour essayer, disait Pascaline le disait très bien, pour sortir un peu du paradigme d'une science économique complètement dans les nuages par rapport aux sciences sociales et nous faire re-rentrer peut-être dans une forme d'économie politique pleinement partie prenante des sciences sociales. Et moi, je m'inscris tout à fait dans ce mouvement. Daniel, tous ses livres et tous les livres qu'il allait encore écrire et que malheureusement, il n'a pas eu le temps d'écrire, immensément compté pour nous tous, pour moi. Alors, il y a évidemment le moment de la création de l'École d'économie de Paris qui a été évoqué. Moi, je voudrais dire à quel point nous ne serions pas ici et nous n'aurions pas l'École d'économie de Paris sans Daniel. Et ce moment de la création en 2005-2007, alors officiellement, j'étais directeur de l'association de préfiguration puis de la fondation, et c'est vrai, je tenais les papiers, mais très franchement, sans Daniel, voilà, on n'y serait pas arrivé. C'est-à-dire toutes les décisions importantes, les réunions importantes, à la région Île-de-France, à l'État, à Matignon, mettre tous les établissements autour de la table. Bon, voilà, Daniel était plus que central, et sans lui, on n'y serait absolument pas arrivé. Donc, on lui doit tous beaucoup. Alors, il y a juste un moment où il m'a laissé tomber, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a tout de suite, bon, voilà, un problème, une solution. Daniel, il retombe toujours sur ses pattes, et il sait ce qui est important, comme tu disais si bien. Et alors, c'était le soir de l'inauguration. Donc, on avait inauguré l'école d'économie de Paris février 2007. Donc, ça faisait 2 ans, en fait, un peu plus déjà, 3 ans, qu'on était vraiment dans les soutes à essayer d'avoir la création. 2007, on a la moitié du gouvernement qui arrive, Dominique de Villepin qui arrive, les snipers sur le toit du bâtiment à Jourdan, tout ça, enfin bon, gros truc. Et j'avais dit à Daniel, bon, le soir de l'inauguration, il faut qu'on se voit pour parler, hein. Tu sais de quoi, parce que je l'avais prévenu, et depuis longtemps. Et j'arrive dans son bureau, dans le 2e étage là, du pavillon, qui est toujours là d'ailleurs. Je dis, bon, Daniel, tu sais, voilà, on en a parlé, moi je vais arrêter, quoi. Donc tu m'as dit, ça fait longtemps que tu m'as dit, tu vas prendre la suite. Et Daniel, je pense qu'il n'avait pas complètement pris au sérieux le fait que je lui avais dit que j'allais arrêter. Puis, ah non, mais pas du tout, moi, j'ai pas du tout envie au quotidien.
directeur, gérer tout ça au quotidien. Il était content de s'occuper du CEPREMAP. Il trouvait que voilà, on l'embêtait pas trop au CEPREMAP. La direction de l'école d'économie de Paris, tous les établissements partenaires, fort sympathiques, mais pas toujours d'accord entre eux, le NS, le HESS, l'INRA, la région Île-de-France, l'État, les fondateurs privés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle François. Et donc, le soir même, l'affaire était réglée. C'est-à-dire, Daniel prend son téléphone, appelle Washington. Donc, François, à l'époque, était vice-président de la Banque mondiale, économiste en chef de la Banque mondiale. C'était pas non plus complètement évident l'idée qu'il allait tout de suite revenir au pas de course. Pour Daniel, si. Et donc, Daniel prend son téléphone. Moi, j'étais à côté dans son bureau. François, on a un problème. Il nous faut un directeur. Tu es à l'origine, avec Roger Guenry et plein d'autres, de tout ce projet. Tu vas nous faire tout ça merveilleusement bien. Et ça a marché. C'est-à-dire que, alors, t'es pas arrivé la semaine suivante, ça a pris quelques mois, mais voilà, tu es arrivé. François a pris la suite, et puis après Pierre après la suite, et Jean-Olivier après la suite. Et bon, c'est pas facile d'être directeur, parce que vous avez forcément plein de demandes contradictoires, de tout ça, etc. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Chacun l'a fait à une partie quelques années. Et tout ça a avancé. Et Daniel, évidemment, comme le disait Jean-Olivier, est toujours resté là. C'est-à-dire, il ne voulait pas être directeur au quotidien, mais il était toujours là pour les choses importantes, toujours disponible. Et sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, je voudrais juste conclure en disant qu'il va tous énormément nous manquer. Il se souciait de l'évolution de cette institution, mais il avait aussi tellement d'autres choses à faire pour intellectuellement contribuer à la délibération publique. Tous ces livres qu'il a écrits, ce qui montrent ce renouvellement permanent, et tous ces livres qu'il allait encore écrire et qu'il ne pourra pas écrire. Et voilà, j'en suis très triste, mais merci Daniel pour tout ça. Merci. Ah, c'est transgressif. Je voudrais me corriger quelque chose, qui était qu'au moment où ce coup de téléphone a eu lieu, j'étais moi-même à la fin de mon mandat à la Banque mondiale. Donc ça n'est pas uniquement les phrases cajolantes de Daniel qui m'ont convaincu de venir. Merci infiniment. Et donc je passe la parole à Sandrine Trainer, qui a connu Daniel de plein de façons, mais notamment à France Culture. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, il me revient, je pense que je suis la première ici qui n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec l'économie, si ce n'est comme lectrice d'un certain nombre de livres, et de ceux de Daniel, et c'est vraiment pas la matière dans laquelle je me suis sentie dans ma vie jusqu'à présent, en tout cas. La plus habile. Alors, je ne parlerai pas d'économie, je pourrais parler de Pauline, mais il faudrait aussi que je parle d'Anna et de Théo, parce que quand on déjeunait, Daniel et moi, on avait toujours 3 coups de fil. Lui, il avait Pauline et moi, j'avais les 2 miens. Donc, c'était 3 apparitions de l'extérieur dans une conversation qui a duré une quinzaine d'années, et une conversation qui avait cette grâce que je n'ai jamais connue avec personne, et qu'après tout j'ai envie de lui réserver maintenant jusqu'à la fin, qui était de nous permettre, en tout cas de me permettre, de laisser tout le reste au vestiaire. C'est-à-dire que quand on était ensemble, j'avais le sentiment que tous les soucis, les agacements, les trucs, les difficultés, les parents malades, les enfants, etc., tout restait à l'extérieur du déjeuner, et puis on parlait de nous. Mais comme on est aussi pudiques l'un que l'autre, on avait finalement trouvé une manière de parler de nous, et c'est comme ça que je vais vous parler de lui, qui ne passait que par les livres. On parlait des livres qu'on lisait, on parlait des livres que l'on écrivait ou qu'on avait envie d'écrire, et on parlait des livres de l'un et de l'autre. Et quand j'ai réfléchi aux livres importants que Daniel m'a apportés en lecture, il y en a 2 qui se sont imposés. Alors je suis venue vous en dire vraiment deux mots, et je me dis que peut-être vous aurez envie de les lire si certains vous ne les avez pas lus, et que ça sera une manière pour vous aussi de passer du temps avec Daniel.
Alors, le premier, alors c'est le cri de Daniel, parce que Daniel, on prête toujours aux gens qu'on apprécie des qualités qu'ils n'ont pas entièrement, et Daniel pensait que j'avais lu tous les bons livres du monde. C'était pas totalement vrai, et le cri qu'il a poussé le jour où il s'est rendu compte que je n'avais jamais lu Les Frères Ashkénazi. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Les Frères Ashkénazi. Les Frères Ashkénazi, c'est un roman qui paraît en 1936 du frère d'Isaac Bashevis Singer, qui est le Singer très connu dans la littérature mondiale. Lui, c'était le grand frère. Il était né au début du XXe siècle. Et il raconte une histoire de frères, de deux frères jumeaux. L'aîné, celui qui est né quelques minutes avant l'autre, est un peu sérieux, un peu disgracieux, pas très marrant. Le deuxième, celui qui est né en second, donc, est joyeux, expansif et amoureux d'une jeune femme qu'il aime aussi, mais c'est l'aîné qui a droit au premier choix, et donc c'est l'aîné qui va épouser la femme qu'aime le second. Et à travers cette histoire de frères, c'est tout un monde ashkénaze dont je suis strictement incapable de vous dire pourquoi et comment ça lui parlait, mais il en parlait, ça c'est sûr, en ashkénaze. Et je vous conseille véritablement de lire Les Frères Ashkénazi. C'est une mise en abîme. Évidemment, je pense à Michel, c'est une mise en abîme aussi du sujet de la fraternité, parce que l'aîné, celui qui avait écrit Les Frères Ashkénazi, est mort assez prématurément en 1944, et le deuxième, en fait, a véritablement fait son œuvre d'écrivain quand le premier a eu disparu, comme une suite et une fidélité au premier. Alors voilà, Les Frères Ashkénazi, c'est le premier livre du jour. Et le deuxième, c'est le deuxième cri de Daniel. Comment ça, tu n'as pas lu Bernard Malamud, L'homme de Kiev ? Alors l'homme de Kiev, voilà, ruez-vous sur l'homme de Kiev. L'homme de Kiev, alors on est aussi en plein monde ashkénaze, on est à Kiev en 1911, avec un personnage qui a existé mais qui est transposé dans le roman. C'est un roman qui est paru dans les années 50 aux États-Unis, qui a eu le prix Pulitzer, véritablement un chef-d'œuvre, et ça raconte une histoire comme on en a connu beaucoup dans le monde ashkénaze au début du siècle, c'est-à-dire d'un juif qui travaille dans une briqueterie, et puis un cadavre d'un enfant de 12 ans est trouvé derrière la briqueterie. C'est la Pâque, il est accusé de meurtre sacrificiel, il est arrêté, et en fait tout le roman se passe en prison avec cet homme qui a donc existé. Le roman se termine un peu comme dans L'étranger de Camus, au moment où il part à son procès, cet homme-là, et on entend les cris de haine dans la rue, véritablement comme chez Camus. Et on a découvert après, Daniel et moi, on a mené des recherches sur le personnage en question. Et le vrai personnage, en fait, c'est une histoire inouïe parce que c'est une histoire heureuse, positive en tout cas. Dans la vraie vie, il a été acquitté. Et c'est le premier exemple d'acquittement. Et Daniel m'avait dit, bon, il faut qu'un de nous deux écrive le livre. Ben, je vais essayer de l'écrire, Daniel. Toute dernière chose, peut-être... Non, si, un mot sur la littérature, parce que, alors là, c'est vraiment deux phrases. C'est deux phrases de l'introduction de L'homme de Kiev. Et peut-être ça fait le pont avec ce que vous avez dit les uns et les autres de Daniel. Et peut-être ça explique aussi pourquoi Daniel aimait tant la littérature et les grands livres. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Jonathan Safran Foer, et il écrit « Notre monde, aussi désespéré et détraqué soit-il, a besoin de romans existentiels, de romans qui nous apportent un bien plus précieux que l'espoir, un appel à l'action. Le vrai réparateur, c'est chacun de nous, le lecteur. Nous devons agir. Voilà ce que ce roman, comme tous les chefs-d'œuvre, nous rappelle. » Alors, la dernière petite chose existentielle en deux phrases que je voudrais vous raconter, c'est qu'une seule fois, en 15, 16, 17 ans, je ne sais pas, une seule fois, je lui ai envoyé un message le matin en lui disant « Je suis désolé, je dois annuler, on ne peut pas déjeuner ensemble. » Il m'a répondu immédiatement « On n'annule pas un rendez-vous. » Et donc, évidemment, j'y suis allée et j'en ai gardé. Mais en fait, depuis, je l'applique. J'y suis allée et j'ai le souvenir que ça a été un des déjeuners les plus merveilleux qu'on a eu ensemble. Alors là, je veux dire, la seule chose en quoi il aura trahi une parole, c'est qu'il vient d'annuler
tous nos rendez-vous. Je ne peux pas lui envoyer de SMS pour lui dire que ça ne se fait pas. Je ne peux pas l'adjoindre d'y venir. Mais bon, continuons à penser à lui. Merci beaucoup de votre attention.